Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur le salon Construis ton avenir. Nous sommes réunis cet après-midi autour d'une conférence table ronde qui porte sur la construction intelligente, le smart building. C'est quoi? C'est à cette question que vont répondre nos conférenciers qui sont autour de moi cet après-midi. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Adel Guédiri. Monsieur Guédiri, Oui, bonjour. Merci Nathalie pour cette invitation. vous êtes, Alors, je suis ingénieur en courant faible au sein de la Fédération française des intégrateurs électriciens. C'est une fédération nationale des installateurs intégrateurs de tout ce qui est courant faible, courant fort, et moi je m'occupe de tout ce qui est courant faible pour la fédération. merci. Christopher, si vous voulez. Bonjour à tous. Donc, Christopher Lebé, je suis le dirigeant de la société AIDS 85, donc pour Artificielle Intelligence Domotique Service, basée en Vendée, dont le but est d'installer des systèmes domotiques auprès des particuliers et des professionnels et de la commande vocale, en complément du système domotique. Merci. Franck, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, Franck Quevillon, Bouygues Bâtiment Grand Ouest. Donc, je suis chef de projet BIM au sein de la direction de l'ingénierie. Jean-Philippe? Ton micro, Jean-Philippe. Voilà, ça y est. Bonjour, Jean-Philippe Poirier, je suis directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au lycée Jean Perrin à Rezé, dans une ville qui est au sud de la métropole de Nantes. Merci. Alors, pour toutes les personnes qui vont suivre cette conférence en live, vous avez dans le chat la possibilité de poser vos questions, questions auxquelles nous pourrons répondre à la fin de cette conférence. Conférence dont la thématique, on l'a dit tout à l'heure, c'est la construction intelligente, smart building, c'est quoi? Alors, justement, qu'est-ce que la construction intelligente, Monsieur Quevillon? Est-ce que vous pouvez nous apporter une réponse à cette question? Tout à fait, on va essayer. Donc, tout d'abord, petit propos introductif. Donc, pour Bouygues Construction, il est important de proposer à nos clients, à nos usagers, des immeubles à la fois techniques et simples à utiliser, performants et économes, et pourquoi pas, qui apportent de la valeur. Qu'est-ce que la construction intelligente? Je vais développer ce propos autour de trois thèmes, trois volets. Comme vous l'avez dit en introduction, on parle souvent de smart building pour les bâtiments ou bâtiments connectés. Donc ça, c'est un premier volet. Mais on peut également, autour de la construction intelligente, évoquer deux autres volets qui sont la convertibilité, la réversibilité de nos bâtiments. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Qui s'inscrit cette réversibilité dans une recherche de réemploi des matériaux afin de, pourquoi pas, de diminuer notre empreinte carbone. Et enfin, le troisième volet peut tourner, dans le cadre de cette définition, autour de la démarche BIM, Building Information Model, qui permet de parfaire le transfert de la donnée donc entre toutes les phases du cycle de vie du bâti et donc de faciliter sa maintenance, son évolution et pourquoi pas sa déconstruction. Donc voilà une définition telle qu'on le perçoit de la construction intelligente. Je vous repasse la parole. Merci Franck. Je vous remercie pour cette première définition très intéressante et je vais à présent peut-être laisser la parole à Christopher Lebé. Vous allez peut-être plus nous parler des besoins et des fonctions du bâtiment connecté, sa modularité, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, quand on parle de bâtiments intelligents ou connectés, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est ses fonctions et les fonctions qu'on va avoir besoin. C'est-à-dire pour le résident, les fonctions pour un gestionnaire de bâtiment. Par exemple, si je prends un exemple d'un de mes clients, un EHPAD, directeur d'EHPAD, le bâtiment aura plusieurs fonctions. Les chambres sont connectées, on peut les gérer par exemple à la voix. Donc là, ça va être une fonction pour le résident.
une fonction de gestion, par exemple, des remontées d'informations sur des températures du bâtiment. Donc ça va être plus pour le personnel. Et puis, une fonction de gestion en termes d'économie sur les ouvrants, plus pour le directeur qui gère vraiment l'ensemble de son bâtiment. Donc, comme on disait, vraiment les fonctions, mais pour cela, il faut définir les besoins. Et pour définir les besoins, il faut un cahier des charges. D'abord, bien le définir et savoir avec le propriétaire ou le bailleur, peu importe, mais savoir qu'est-ce qu'on veut comme bâtiment et demain, qu'est-ce qu'on voudra. Et pour cela, il faut se poser la question, quels seront les besoins pour le projet. Donc, je pense que Franck pourra sûrement répondre dessus, au niveau de Bouygues, qui a plus l'habitude aussi, voilà, quand on a une construction, qu'est-ce qu'il faut anticiper? Donc vraiment le cahier des charges. Et lorsque vous intervenez, vous, Christopher, quels sont les besoins les plus fréquemment exprimés? Alors les besoins les plus fréquemment, c'est surtout au niveau de la gestion des ouvrants, des volets roulants, de pouvoir faire de l'économie, mais aussi en termes de confort, de pouvoir gérer le plus facilement possible son habitat. Alors quand je dis habitat, hein, ça peut être un bâtiment professionnel, ou ça peut être une résidence, ou ça peut être un appartement. C'est vraiment l'habitat au sens large. Très bien, merci Christopher. N'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez rajouter d'autres informations. Je vais peut-être à présent donner la parole à Franck. Franck, vous êtes effectivement partie, vous êtes chef de projet BIM au sein de Bouygues Bâtiment Grand Ouest. Christopher nous parlait tout à l'heure de cahier des charges. Je vous laisse peut-être nous en dire un petit peu plus. Alors, votre micro est fermé, Franck. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Je vais revenir sur ce qu'est le smart building, essayer d'y apporter une définition un petit peu plus concrète. Tout d'abord, un retour historique en quelque sorte. La notion de smart building, smart city date de 2005. Ça a été prononcé pour la première fois par Bill Clinton, qui disait à peu près ces termes: pour rendre une ville durable, pour rendre un bâtiment durable, il faut concilier donc l'intelligence artificielle et l'intelligence cognitive. Microsoft évoque une autre définition qui est à peu près identique. Donc, une autre déclinaison de cette notion pourrait être que le smart building, ou le bâtiment intelligent, c'est bien plus qu'un bâtiment traditionnel, parce qu'il est susceptible d'intégrer une couche d'outils numériques, comme vous le disiez à l'instant, qui permet d'avoir de nombreux avantages et qui permet d'optimiser les ressources énergétiques, entre autres, et le confort des collaborateurs ou des usagers, notamment à travers les stores dont on parlait à l'instant. Et pour les entreprises, c'est aussi la possibilité de diminuer les coûts opérationnels en proposant à des équipes les meilleures conditions de travail possibles. Je vais revenir sur les stores, donc pourquoi pas en orientant, en faisant jouer les stores de manière automatique en fonction de l'éclairage. Voilà pour une rapide définition de ce qu'est le smart building. Par analogie, donc par analogie, pour que le smart building fonctionne, il faut récupérer beaucoup de données. Donc cette donnée, sachez qu'aujourd'hui, nous citoyens, nous consommateurs, on en fournit déjà beaucoup. On peut citer par exemple les enceintes connectées Alexia que vous voyez sur la partie droite, ou autre modèle, ou toutes les données que vous pouvez échanger avec vos téléphones portables, ou même les données
que vous communiquez à Total lorsque vous notez la propreté des toilettes. Donc, cette notion de smart building, pour l'expliquer un petit peu, finalement, c'est un peu ce que vous retrouvez dans les PC, c'est ce qu'il y a au centre. C'est-à-dire que dans les PC, tout est interconnecté et on appelle ça un système d'exploitation qui permet d'échanger entre le PC et l'imprimante, par exemple, ou d'échanger entre le PC et Internet. Donc, ces systèmes d'exploitation existent déjà sur les automobiles, existent déjà dans le monde de l'aviation et sont en train de se mettre en place dans les bâtiments et dans les villes. Donc, on parle de système d'exploitation en temps réel. Donc, comme je le disais à l'instant, ce système d'exploitation, si on montre ça, si on fait l'analogie par rapport à un ordinateur, c'est ce qui permet de lancer des programmes Word et Excel, c'est ce qui permet de gérer les différents périphériques, les souris, les claviers, et d'aller lancer une impression ou d'envoyer des mails. Donc, dans le monde du bâtiment, c'est à peu près pareil. On pourrait raisonner que le bâtiment devient un grand PC. Donc, on parle de Building Operating System, qui fait le lien entre les utilisateurs, donc les utilisateurs qui peuvent commander leur store, toujours pour rester très, très, très concret, ou les stores qui peuvent être commandés en fonction de l'exposition solaire. Mais ça peut être bien plus, parce que ça peut également permettre de mieux gérer les locaux avec les données d'occupation de ces locaux, de mieux gérer le contrôle d'accès, la détection d'intrusion, les différents compteurs, CTA, ça veut dire centrale de traitement d'air, ou les pompes à chaleur. Toute cette donnée pilotée par le Building Operating System, dans le cadre du Smart Building, permet de rendre, on va dire, les bâtiments intelligents. Alors, je dis permet de rendre les bâtiments intelligents parce que il y a déjà des bâtiments qui sont déjà sortis de terre avec cette logique. On peut citer, par exemple, le siège de Bouygues Bâtiment Sud-Est, qui est à Lyon, qui propose aux différents collaborateurs des services comme la possibilité de louer des salles lorsqu'on est collaborateur Bouygues Bâtiment Grand Ouest, où des salles peuvent être louées à des prestataires extérieurs. Le bâtiment intelligent également est capable de dire le nombre de véhicules électriques ou pas à disposition au sein de ce bâtiment, le nombre de places de parking, par exemple. Et tout ça, ça peut être interconnecté avec des applications nomades disponibles pour les différents usagers du bâtiment. Je peux également parler d'une autre opération qui est sortie de terre à Grenoble, toujours pour illustrer que le smart building, la construction intelligente, existe déjà aujourd'hui. Ce n'est pas une théorie. Là, on est sur une opération de logement, donc pas une opération de logement très, très importante, 62 logements. C'est un bâtiment autonome qui produit et consomme son énergie, son eau, et qui ne produit pas de déchets. Le projet, il a été adapté donc, au contexte local, réglementaire et économique. Il y a eu toute une concertation avec les habitants qui bénéficient d'outils numériques pour la gestion de l'énergie, pour la gestion de l'eau, la gestion des déchets, et qui sont habitants qui sont accompagnés par une équipe spécialisée pour les former. Donc, tous ces nouveaux usages sont bien sûr possibles
grâce au BIM dont je vais vous parler tout à l'heure. L'autre volet, finalement, de la construction intelligente dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà. J'ai parlé de convertibilité, de réversibilité des bâtiments, avec une notion d'empreinte carbone. Qu'est-ce que c'est que ce concept, en quelque sorte? On peut citer, par exemple, un bâtiment qui va sortir de terre. Là, on est dans le nord de la France, à Villeneuve-d'Ascq, une ville nouvelle près de Lille. C'est tout un quartier qui est en train d'émerger. Et dans ce quartier, entre autres, on a permis, la démarche de construction intelligente a permis d'optimiser le nombre de places de parking en les mutualisant. Donc, au début, on nous demandait de construire 1500 places pour l'ensemble du quartier. Et on a réussi, enfin, les équipes de Bouygues Bâtiment Nord-Est ont réussi à mettre au point un parking qui en comptait que 1200. Donc, c'est quand même un gain de place de 300, en expliquant, en modélisant comment ces places de parking allaient être utilisées. Donc, de manière très schématique, les parkings sont utilisés la nuit par les habitants des logements. Ces mêmes habitants, utilisateurs de logements, prennent leur véhicule le matin pour aller travailler dans un autre quartier de la métropole. Et la place de parking peut être réutilisée par les utilisateurs des bureaux de ce quartier, utilisateurs naturellement qui ont besoin de stationner leur véhicule. Donc, comme ça, on gagne 300 places et surtout un bilan carbone, on va dire qu'on peut qualifier de préservé. Un autre exemple de bâtiment, on va dire, intelligent, réversible, adaptable. On a construit près de Lyon, donc une filiale de Bouygues basée sur Lyon, un immeuble de bureau qui s'appelle Office Switch Home. Ce sont des bâtiments qui sont des bureaux aujourd'hui, mais qui sont facilement transposables en logement. Le surinvestissement est assez minime et il faut simplement adapter certains modes constructifs. Je vais citer par exemple, pour faire simple, la position ajustée, adaptée des gaines techniques qui aujourd'hui servent pour les bureaux, mais demain devront servir pour les logements. Donc il a fallu ajouter quelques gaines techniques de manière perspicace. Donc voilà un autre exemple de bâtiment intelligent, de bâtiment qui serait réversible à moyen terme. Lyon Confluence, Office Switch Home. Alors, autre volet finalement de ces constructions dites intelligentes, je vais continuer sur le sujet réversibilité et je vais migrer petit à petit sur le sujet BIM, parce que jusqu'à présent, je vous ai présenté des bâtiments relativement conséquents, mais cette notion de réversibilité, d'adaptabilité peut également être adaptée à des bâtiments de moindre importance, comme par exemple une gendarmerie. Donc là, on est sur la gendarmerie de Duclair, on est dans la Seine-Maritime, à une vingtaine de kilomètres de Rouen. Au fond de l'image, vous voyez des logements qui seront des logements pour les fonctionnaires, les militaires. Et au premier plan, vous voyez le bâtiment de la gendarmerie proprement dit.
Et donc, ce bâtiment est conçu pour être facilement transposable en logement par la suite, notamment en pensant de manière intelligente les gains techniques et également la position des réseaux d'évacuation comme les eaux pluviales et les eaux usées. Voilà, le bâtiment intelligent, c'est effectivement des opérations peut-être conséquentes, mais aussi des opérations tout près de chez vous, comme une gendarmerie que je vous présente à l'écran. Le troisième volet que je voulais évoquer dans le cadre de cette présentation, c'est le sujet du BIM. Donc je vais repartager mon écran pour vous présenter ceci. Voilà. Madame Robin, est-ce qu'on voit bien ma maquette? Alors, on voit votre maquette, oui. Très bien, merci. Donc, je rappelle finalement ce que je voulais vous dire. Finalement, la construction intelligente, ça peut être décliné sur 3 thèmes. Le smart building, le côté réversibilité, adaptabilité des opérations. Mais derrière la notion de construction intelligente, il y a également le BIM. Donc, le BIM, comme je le disais en introduction, c'est Building Information Model. Donc, c'est une façon de travailler de manière collaborative qui va nous permettre d'échanger des données qui sont dans des maquettes, pendant toute la durée du chantier, de la phase appel d'offres jusqu'à la phase maintenance et démolution, comme je le disais tout à l'heure. Alors, pour rendre cette présentation la plus claire possible, je vais vous présenter rapidement quasiment un quartier qui a été développé en BIM. Donc là, on est en région rouennaise. Vous avez une vingtaine de bâtiments qui sont des bâtiments collectifs, des bâtiments intermédiaires, que vous voyez ici, 3 bâtiments intermédiaires, et des maisons individuelles. Donc tout ça, ça a été développé grâce au BIM. Sur ce que vous voyez ici, 32 maquettes géoréférencées sont assemblées. On a quasiment une centaine de plans que je vais vous présenter. Et on a collaboré, fait des revues de projet autour de cette maquette, et près de 500 problèmes ont été annotés. Je vais vous faire une rapide démonstration. Donc, pour que ça fonctionne finalement, pour que ça soit assemblé, toutes ces maquettes, il a fallu donc la présence d'un BIM manager pour géoréférencer correctement tous les modèles numériques, donc toutes les maquettes qui ont été faites sur 2 logiciels, Archicad et Revit. Donc là, je vais vous faire disparaître toutes les maquettes. Tout a disparu, je vous confirme. Voilà, ça disparaît très bien, merci. Et vous faire réapparaître petit à petit tous les bâtiments comme ceci. Donc là, vous voyez les maquettes, on va dire architectes, qui réapparaissent. Mais également, si vous descendez un petit peu plus loin, vous voyez des maquettes de chauffage et de plomberie que je vais vous présenter ici. Voilà. Donc ça, c'est une maquette de chauffage et de plomberie du bâtiment B qui a été assemblée avec la maquette architecte du bâtiment B qu'on va aller chercher ici. Voilà. Et donc, ce mode d'échange collaboratif nous a permis de développer, de mettre au point cette opération qui est en cours de réalisation. Je peux vous faire voir comment on fait une petite coupe rapidement, par exemple avec cet outil. Alors, voilà. Donc, il y a la possibilité de faire une coupe, comme le réseau, voilà, comme ça, et donc de voir précisément comment va être constitué le bâtiment. Mes collègues qui travaillent autour ou avec la maquette numérique ont l'habitude de dire que cet objet permet de voir, ce mode de fonctionnement permet de voir des problèmes que l'on ne voyait pas précédemment en 2D.
naturellement, la 2D continue à exister. Comme je vous le disais, on a une centaine de plans qui sont représentés ici. Donc, on va aller prendre, par exemple, le plan du bâtiment B, parce que bon, la 3D, ça ne fait pas tout. Le plan du bâtiment B, le plan de CVC du bâtiment B qu'on va venir ouvrir. Donc là, vous allez avoir différents niveaux. Alors, on a chargement en cours. En chargement. Voilà. Super. Ça arrive. On n'a pas eu de problème informatique pour l'instant. Alors, voilà, vous avez les différents plans qui ont été réalisés. On peut donc zoomer, dessus, par exemple, comme ceci. Et si on veut voir la superposition de la 2D et de la 3D, il suffit de cliquer sur ce petit logo et vous allez voir le plan se superposer avec la 3D. Donc, tout ça, c'est rendu possible avec la maquette numérique. C'est un autre volet également de la construction qu'on peut qualifier d'intelligence. Donc, pour vous montrer qu'on a réellement collaboré sur ce dossier, je vais vous présenter les différents problèmes. Donc, on a sur la partie droite de l'écran la comptabilisation de tous les sujets qui ont été identifiés. Donc, vous en avez quasiment 900. J'étais 500 tout à l'heure, mais vous en avez quasiment 500, plus de 500, quasiment 1000, qui ont été des sujets qui ont été annotés. Donc, on peut aller sur un problème rencontré au hasard. Je ne sais pas, par exemple, ajouter un deuxième lanterneau, dissocier lanterneau d'accès des enfumages. Donc, je clique dessus. Voilà. Et je suis directement transporté à cet endroit-là. Voilà, c'est un problème qui, a priori, n'est pas encore résolu, mais qui va être résolu au début de l'opération. Alors, ce sujet, finalement, du deuxième lanterneau m'amène à évoquer un petit sujet qui me semble assez important, c'est que tout ce que je vous présente ici d'outils numériques, c'est bien, mais ce ne sont avant tout que des outils. Et il ne faut pas oublier la connotation métier qui est importante. Il faut avoir quand même une bonne formation, puisque là, on parle de lanterneau de désenfumage, donc il faut connaître ce que c'est que le désenfumage, par exemple. Dans les différents sujets qui ont été évoqués, on a évoqué par exemple des sujets de volume de sécurité électrique dans les salles de bain. Donc tout ça pour dire que c'est un outil qui permet de développer facilement nos projets aujourd'hui, mais qu'il est nécessaire d'avoir cette connotation métier pour bien voir les difficultés. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je voulais juste conclure avant de vous passer la parole que finalement on a parlé beaucoup de technologie dans ce que je vous ai présenté. Je vais revenir sur le bâtiment 3D ici pour que ce soit un peu plus sympathique. On a parlé beaucoup de technologie, mais finalement la technologie dont on a parlé tout à l'heure avec le smart building, avec le fait de pouvoir échanger de la donnée, avec le fait de réfléchir autour d'outils comme les maquettes numériques, ce n'est pas une fin en soi. Ce sont les usages qui sont les plus importants. Et il ne faut pas mettre de la technologie forcément partout. Il faut voir ce qui est important et avoir en tête finalement un petit peu le retour sur investissement. Et je peux citer par exemple une expérience assez récente avec un sociologue qui intervient pour nous sur certaines opérations, qui certes va utiliser la maquette numérique pour présenter finalement les conditions de vie des futurs locataires, mais pas que. Il a prévu d'aller sur site
pour que finalement, il disait que pour que les usagers, les locataires ressentent avec leur corps finalement l'endroit où ils vont vivre. Voilà, il va faire une visite véritablement de site avant la construction. Donc, voilà, la technologie n'est pas une fin en soi. Merci Franck. Merci Franck pour cette intervention très riche, très complète. Vous parliez tout à l'heure de mode constructif, de gain technique. Ça me permet peut-être de faire un lien avec Monsieur Guédiri, si vous voulez intervenir sur effectivement ces gains techniques. Qu'est-ce qu'on y met et comment vous allez intervenir dans le cadre de ces bâtiments connectés? Oui, merci Nathalie, merci Franck pour cette présentation. C'est vrai qu'elle est extrêmement riche et ça donne vraiment une idée un peu de l'éventail du possible, du champ du possible par rapport aux bâtiments connectés. Donc, c'est vraiment, on peut dire même que c'est un peu sans limite en fait. C'est les usages et les besoins vont de pair avec le bâtiment connecté parce qu'on se rend compte que le bâtiment connecté va s'adapter aux besoins et va s'adapter aussi aux usages. C'est un bâtiment en fait qui apprend par rapport à ses habitants, à ses occupants, et en fonction de leurs habitudes quotidiennes, il va pouvoir répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Alors, pour la FFIE, la Fédération française des intégrateurs électriciens, en fait, c'est un sujet extrêmement important parce que et c'est l'avenir en fait. On se rend compte que le bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui répond à plusieurs exigences à la fois réglementaire au niveau national et même européen. C'est un bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire qu'il répond complètement, voire plus, aux critères zéro carbone. C'est-à-dire tous les bâtiments d'ici 2050 doivent avoir une neutralité carbone et le bâtiment connecté, le bâtiment intelligent, dans ce sens, répond complètement à cette exigence. Il a énergie positive. En quoi, nous, électriciens, intégrateurs, on est partie prenante sur ce sujet. Avant toute chose, nous, on vient intégrer des solutions de professionnels, d'industriels. Et en tant que fédération, nous, on privilégie les solutions ouvertes, c'est-à-dire les solutions qui n'appartiennent pas à un seul constructeur. Parce qu'un bâtiment, c'est fait pour durer, c'est construit sur plusieurs décennies. Donc, et on a pris la décision, l'orientation qui favorise justement des solutions ouvertes, c'est-à-dire des solutions qui n'appartiennent pas à un seul constructeur et qui peuvent accueillir plusieurs constructeurs à la fois, pour éviter d'être justement liés à un seul constructeur durant toute la vie d'un bâtiment. Ça, c'est le premier sujet. L'autre importance pour nous, un bâtiment connecté doit répondre, ça a été dit à plusieurs reprises, sur plusieurs axes en fait. Le premier axe, bien sûr, c'est baisser la facture énergétique. Ça, c'est l'un des objectifs d'un bâtiment connecté, bâtiment intelligent, c'est baisser la facture énergétique. Le deuxième axe sur lequel un bâtiment connecté est attendu, c'est garantir un niveau de confort élevé, à la fois pour les personnes de second âge ou pour les personnes, les jeunes. L'autre axe sur lequel un bâtiment connecté est attendu, c'est bien sûr assurer une sécurité optimale des occupants et de ceux qui occupent le bâtiment, que ce soit de manière occasionnelle ou de manière continue. Et l'autre axe sur lequel un bâtiment connecté est attendu, c'est la facilité et l'interopérabilité des différents équipements. C'est-à-dire qu'un équipement, par exemple, ça a été cité tout à l'heure, les volets roulants, les volets roulants doivent fonctionner avec n'importe quel protocole de communication. Ils ne doivent pas être dédiés à un seul protocole, parce que un tel protocole ne doit pas s'approprier une solution particulière dans un contexte. Donc voilà, la Fédération française des intégrateurs électriciens, la FFIE, privilégie l'ensemble de ces axes-là pour pouvoir ouvrir et élargir le champ des solutions et avoir pléthore de solutions à la fois dans l'installation, dans la mise en œuvre et après, dans une seconde vie, dans la maintenance. Parce qu'il est hors de question qu'un bâtiment connecté, à cause de la non-disposition d'un produit, puisse devenir un bâtiment lambda. Donc, il faut qu'il puisse être opérationnel tout le temps. Donc, voilà, donc, la facture énergétique, la sécurité et le confort des gens et bien sûr l'interopérabilité.
Ça, c'est des axes sur lesquels l'ensemble des acteurs, il y a un consensus sur l'ensemble de ces acteurs-là. Et avant de se lancer dans le bâtiment connecté, de manière générale, en fait, la première étape, enfin pour nous, la fédération, c'est vraiment la maison connectée. C'est-à-dire à plus petite échelle, la maison connectée, c'est une maison dans laquelle beaucoup de produits sont interopérables, sont installés pour pouvoir répondre aux défis à la fois du confort, de la sécurité. On a parlé de l'éclairage, on peut parler du chauffage, on peut parler des ouvrants, on peut parler des contrôles d'accès, de la vidéosurveillance. Tous ces services-là, en fait, qui sont applicables pour une maison, on les applique aussi pour le bâtiment. Donc voilà, donc c'est vraiment dans ce domaine-là que nous, installateurs, intégrateurs de solutions, on va pouvoir intervenir pour à la fois faire de la pédagogie pour les clients finaux et essayer de vulgariser et un peu rendre accessible ce produit-là. Là, on a parlé du BIM qui peut paraître comme futuriste, mais ça ne l'est absolument pas. C'est une technologie qui est de plus en plus qui a eu à un moment, on en a parlé pas mal à un moment, mais c'est vrai qu'à un moment, ça a un peu ralenti, mais c'est une technologie qui a de l'avenir et sur laquelle il faut absolument essayer de prêter attention dans le sens où le bâtiment connecté avec la maquette numérique sont étroitement liés. Et donc, comme on sous-entend un peu, ça concerne pas mal de corps de métier, le bâtiment connecté, le bâtiment communicant, les architectes, bien sûr, les intégrateurs de solutions, les promoteurs immobiliers, les ingénieurs. Enfin, il y a plusieurs corps de métier et c'est en cela que le travail collaboratif qui a été évoqué par mon collègue tout à l'heure prend tout son sens. C'est que les données de chacun des corps de métier sont condamnés à circuler et à être partagés pour rendre le bâtiment interopérable et justement rapidement fonctionnel, surtout pour l'usager final. Donc voilà en quoi nous, intégrateurs, on est directement concernés et impliqués pour le bâtiment connecté et communicant. Donc un bâtiment qui interagit à la fois en interne pour ses occupants, mais aussi en externe, avec son environnement proche. Donc, c'est cette interopérabilité, cette interaction entre l'interne et l'externe qui donne le label intelligent d'un bâtiment. Voilà de mon côté. Merci Adèle Guédéry pour votre intervention. Alors, si je veux demain eh bien, exercer ces métiers dont vous venez de dresser le contour un petit peu par vos interventions, que ce soit M. Quévillon, M. Lebé ou M. Guédéry, comment je fais? Est-ce qu'il existe des formations pour aller vers ces métiers-là qui me semblent être des métiers nouveaux, peut-être innovants? Eh bien oui, Nathalie, merci. Effectivement, il existe quelques formations, plutôt pas mal, qui sont très riches. Je vais proposer, en essayant de ne pas être trop long, une intervention en 3 points. Le premier point, alors moi je suis dans un établissement scolaire au lycée Jean Perrin à Rezé et le lycée Jean Perrin, pour illustrer ce que viennent de dire M. Guédéry et M. Quévillon, est un lycée qui a été construit à la fin de la guerre, au sortir de la guerre en 1960. Il va fêter ses 60 ans. Et à ce moment-là, quand les gens concevaient un établissement à vocation scolaire, ils le concevaient pour cet usage-là exclusivement, sans même possibilité d'évolution. Et entre 1960 et 2021, la population a changé et les usages aussi ont changé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le propriétaire du bâti, le conseil régional des Pays de la Loire, doit faire avec ce dont il dispose pour ça. C'est pour ça que le conseil régional, quand il construit des nouveaux établissements, ils sont dans la même logique que ce que vous venez de dire tous les trois, prendre un bâtiment qui est adaptable, qui a pour objet, puisque c'est la politique du conseil régional, de consommer le moins possible. Les nouveaux lycées le montrent effectivement, et qui puisse être piloté à distance, intelligent et rendre compte aux usagers. Le deuxième point de mon intervention, alors effectivement, il y a plein de formations. En fait, je serais incapable de toutes les citer, mais sur
les niveaux de formation, vous avez des CAP, vous avez des baccalauréats professionnels, vous avez des brevets de techniciens supérieurs, des BTS, vous avez le successeur du DUT qui s'appelle le bachelor universitaire de technologie qui se déroule dans les IUT, les équivalents en licence professionnelle, des métiers, des diplômes d'ingénieur, évidemment, ainsi que les diplômes qui sont délivrés par d'autres branches. Je pense aux certificats de qualification professionnelle, les CQP, ou les titres professionnels qui sont plus spécialisés. Et en fait, il y en a tellement qu'il faut aller fouiller fortement pour voir les choses, parce que certains sont plus spécialisés que d'autres. Je retiens dans tout ça qu'en fait, ils sont très accessibles pour peu qu'on en ait un peu envie. Voilà. Tous ces diplômes sont accessibles à tout âge. On peut très bien entrer dans ces formations au sortir de la classe de troisième de collège pour entrer dans une voie générale, une voie technologique ou une voie professionnelle, donc un baccalauréat professionnel. Et évidemment, elles sont accessibles aussi soit en tant qu'élève, soit en tant qu'apprenti, mais pour quelqu'un qui a déjà un vécu professionnel dans une autre branche, dans une autre vie, qui souhaite faire une reconversion dans le cadre de la formation professionnelle continue, quels que soient les acteurs, et tous les acteurs proposent des choses. En Pays de la Loire, les entreprises de la Fédération du bâtiment, pour ne citer qu'elle, mais tous les branches, et M. Guédiri, vous êtes dedans, a beaucoup de besoins. M. Quivillon, je sais qu'on en a évoqué quand on a préparé ça. Voilà, les choses sont importantes. Christopher, quand on a préparé aussi, vous avez des besoins très, très particuliers qui sont tous les uns les autres. Et du coup, ça m'amène au troisième point de mon intervention, les compétences. Alors, j'ai dit juste avant, on peut entrer dans ces formations pour peu qu'on en ait un peu envie. Alors, je vais illustrer par deux formations que je connais un peu, puisqu'elles sont au lycée Jean Perrin et au lycée Louis-Jacques Goussier. Une formation de baccalauréat professionnel par laquelle on peut entrer soit quand on est adulte, quand on veut se reconvertir, soit après la classe de troisième. Donc, le baccalauréat professionnel MELEC, qui est un acronyme pour dire métier de l'électricité de ces environnements communicants. Donc ça, c'est un baccalauréat niveau bac. Et je voudrais évoquer avec vous aussi le brevet de technicien supérieur, qui a un nom rallonge, qui s'appelle Fluide, Énergie et Domotique. Et au lycée Jean Perrin, on propose l'option Domotique et Bâtiment Communicant, qui rentre parfaitement bien dans le thème qui vient d'être abordé. Les compétences qui sont abordées, elles sont évidemment en lien avec les besoins des entreprises. C'est-à-dire qu'évidemment, vous l'avez très très bien souligné, le collaborateur qui va être embauché à tout niveau, il a besoin de travailler avec plusieurs personnes. Donc le travail collaboratif, le travail en équipe, que ce soit en bureau d'études ou que ce soit sur chantier, parfois même entre les deux. Je pense à quelqu'un qui est un technicien supérieur qui peut être amené à préparer des choses en bureau d'études, venir l'installer avec son équipe sur le chantier et se rendre compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et repartir faire ses études après. Ce que vous avez montré, M. Quivillon, sur l'aspect numérique, le BIM, ce que vous avez bien illustré, M. Guédiri, c'est l'aspect travail collaboratif qui est devenu très, très prégnant dans les métiers du bâtiment, à l'image de ce qui se fait dans l'industrie depuis très longtemps. Et la branche du bâtiment a poussé la logique très forte, puisque le BIM permet aussi de suivre la vie du bâtiment, vous l'avez dit, M. Quivillon, notamment jusqu'à la déconstruction. Et c'est vraiment des choses très, très intéressantes. Et en termes de compétences, alors on a évidemment besoin de gens qui savent manipuler quand on est sur des chantiers, mais on a aussi besoin de gens qui ont une appétence pour un petit peu théoriser, puisque on a besoin pour certains corps de métier d'avoir des personnes qui ont une vue globale. Quand je pense au BTS Fluide, Énergie et Domotique sur la partie bâtiment communicant, c'est effectivement quelqu'un qui va mettre en place le pilotage de l'intelligence du bâtiment, mais qui va prendre en compte l'ensemble des dimensions du bâtiment, pas que la porte d'entrée ou les volets, mais également le pilotage, vous avez dit la CTA, donc la centrale de traitement d'air, la pompe à chaleur, les VMC, les accès sécurisés ou pas sécurisés. Vous avez parlé tout à l'heure de la gendarmerie, M. Quivillon. Effectivement, on se doute bien, dans une gendarmerie, n'importe qui ne peut pas entrer, surtout quand il y a des logements de fonction. Voilà, on est sur un certain nombre de compétences où les formations permettent ce genre de choses. Deuxième compétence que j'ai envie d'aborder, c'est évidemment l'écoute. Alors l'écoute,
vient naturellement dans le cadre du travail collaboratif, mais également parfois quand on est dans une plus petite dimension, comme vous êtes, monsieur Lebé, par rapport au client, évidemment. Le client, on doit répondre à sa demande, à son cahier des charges qui est là-dessus, ce qui montre bien qu'on est sur des compétences multiples, plein de facettes, très technologiques, parfois très technologiques de façon très pointue. La dimension numérique, la dimension, vous avez cité Alexa, mais voilà, on est dans des choses très numériques qui sont très pointues et en même temps très basiques. Et c'est toute cette alchimie qui doit être bien pensée à la base. Je terminerai mon intervention par une petite illustration qui nous a fait nous rencontrer avec monsieur Lebé. C'est en Pays de la Loire un des axes du développement de l'économie, c'est constater que le vieillissement de la population se fait et que les personnes de plus de 65 ans qui, quand elles arrivent à la retraite, viennent s'installer de façon naturelle, je vais dire ça comme ça, sur le littoral, mais pas que, et que le vieillissement de la population est une des dimensions du bâtiment intelligent, vous l'avez bien illustré, M. Guidry et M. Quévillon, qui doit être prise en compte, puisque quand on a 65 ans, on a une forme d'autonomie qui est somme toute très forte. Quand on arrive à 80 ans, on n'a pas tout à fait la même autonomie, et les personnes n'ont pas forcément envie de partir dans des établissements spécialisés, même si c'est ce sur quoi vous travaillez. Et on essaye de travailler sur prolonger le plus longtemps possible le maintien à domicile des personnes. C'est ce sur quoi on essaye de travailler là-dessus, sur une thématique. J'espère avoir répondu à un certain nombre de choses. Je te laisse la parole, Nathalie. Merci Jean-Philippe pour ton intervention. Peut-être que M. Guédéry, vous vouliez intervenir? Non? Oui, rapidement, pour revenir sur le maintien à domicile, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important et qui concerne tout le monde. Et donc, la domotique est une des réponses à apporter au maintien à domicile. Donc, c'est un sujet très, très, très important et qu'il faudra vraiment prendre à cœur. Alors moi, je retiens de vos présentations et puis de celle de Jean-Philippe qui vient de conclure que finalement, on peut travailler avec un diplôme de CAP, un bac professionnel, un bachelor ou bien un diplôme d'ingénieur à tout niveau dans cette construction intelligente. Et ça veut dire qu'il y a des postes aujourd'hui que les entreprises proposent. Donc, n'hésitez pas à les contacter. N'hésitez pas aussi à vous renseigner sur le salon Construire ton avenir qui est ouvert jusqu'à dimanche envers les centres de formation, mais également vers les entreprises pour découvrir la richesse et la diversité de ces métiers. Alors, je pense que M. Lebé voulait également intervenir. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Merci. Juste pour revenir sur la notion de maintien à domicile, qui est un réel enjeu de société, parce qu'on sait que la population vieillit. On parlait de domotique, et pour revenir sur un côté résidentiel, vraiment, on va dire monsieur et tout le monde. Monsieur Quillon, vous parliez de bâtiments, si je puis dire, évolutifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bâtiment est conçu de telle façon, il a telle fonction, mais le côté évolutif est très important et très lié avec la domotique, c'est-à-dire quand M. Guédéry parlait de maintien à domicile, à 60 ans, sa maison, elle est domotisée pour répondre à des attentes peut-être économiques ou de confort, mais comme vous disiez, M. Poirier, à 70 ans, on va faire évoluer la maison avec son équipement actuel, d'où l'importance d'avoir que les appareils soient interopérables, donc pouvoir parler entre différents protocoles, ce qu'on dit, et que à 80 ans, la maison, au lieu qu'elle soit que autonome, elle peut être pilotée à distance, d'où les assistants vocaux. Donc là-dessus, la domotique a vraiment une importance dans les années à venir sur le maintien à domicile, qui est aussi, en plus des autres fonctions, en termes d'économie d'énergie. Merci de cette précision, Monsieur Lebé. Ça nous permet effectivement de bien comprendre qu'il y a effectivement des métiers, des formations, puisqu'on répond à un besoin de l'utilisateur, un besoin des entreprises pour répondre aux besoins de l'usager qui
qui veut effectivement avoir un bâtiment ou vivre dans une maison particulière avec des connexions, des connectivités. Vous parliez tout à l'heure des volets roulants. Eh bien, moi aussi, avec mon portable, je gère les volets roulants de ma maison. Je vais me tourner à présent vers Laurent Bessière, qui nous accompagne sur cette conférence pour savoir si nous avons des questions. Il semblerait que nous n'en ayons pas, mais je demande à Laurent néanmoins de me confirmer si nous avons des questions ou pas des spectateurs. Eh bien non, je n'ai pas de questions de la part des spectateurs. En tout cas, le sujet est fort intéressant. Bon, écoutez, je vous remercie. Je pense que Philippe, voilà, tu veux rajouter, n'hésite pas. Tu as la parole. Oui, j'ai oublié un point de détail, mais c'est insignifiant, mais en même temps, pas tellement. J'ai parlé des différentes formations, mais tout ça, c'est très fluide, hein, évidemment. Je crois que le leitmotiv des personnes qui sont ici, elles ont à peine esquissé le fait qu'il fallait avoir des collaborateurs motivés. Ça me paraît être une évidence. Et la motivation, parfois, elle ne vient pas toute seule, puisque dans nos formations, quels que soient les organismes de formation, on a parfois du mal à recruter et à avoir des filières qui sont pleines. On peut le regretter, évidemment, on le regrette, d'où l'objet de ce salon et de tout ce que le campus et de ce que tu fais, Nathalie, permet de faire cette promotion. Donc, voilà, la fluidité des parcours, c'est qu'on peut très bien envisager, par exemple, d'aller dans une filière générale et puis se rendre compte au travers de cette conférence ou du salon que je me suis engagé dans un bac général et puis finalement, je préférais faire quelque chose qui va aller à l'intelligence du bâtiment ou à faire de la maçonnerie ou d'autres choses. Et la fluidité des parcours, des formations permet cette chose-là. Et évidemment, ne pas oublier, je suis bête de l'avoir oublié, mais le baccalauréat technologique STI 2D est une des voies qui permet de faire ce genre de choses. Voilà, on est sur ce genre de choses qui sont là. Pardon, merci. Merci Jean-Philippe. Eh bien, si vous voulez retrouver plus d'informations sur effectivement ces formations, vous avez le salon avec 2 halls dédiés aux formations, un hall dédié au métier. Je vais clôturer cette conférence. Je vous remercie tous les 4, tous les 5, puisque Laurent a été là en support technique, de votre présence et de votre participation à ce temps fort de notre salon virtuel Construit ton avenir. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous. Merci. Au revoir. L'organisation. Merci. À tous.